Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues de la Tunisie. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de ces 20e journées de la PARS et à sa présidente, le professeur Hajer Ayali Chaban, de cette invitation. Et ensuite, je vous présente mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous à cause des raisons urgentes et d'ordre familial. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'intelligence artificielle en pneumologie. S'agissant d'intelligence artificielle, nous savons que c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, tel que le montre cette diapositive qui, en fait, reflète le nombre de publications euh, entre les différentes spécialités de médecine et l'intelligence artificielle. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ce nombre de publications va en allant croissant d'année en année, et c'est le cas de toutes les spécialités en général et de la pneumologie en particulier. Donc, jusqu'au mois de janvier de cette année, il y a eu plus de 1 millier de publications où le mot-clé intelligence artificielle est apparu parmi les mots-clés des articles recensés sur PubMed. Alors, on a l'habitude de dire qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. En fait, l'intelligence artificielle a très probablement dû naître avec les travaux de Monsieur Alan Turing. Alors, Alan Turing, je pense que vous le connaissez. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, eh bien, c'est celui qui a inventé le concept non seulement de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'ordinateur. Et il a été, c'est un brillant mathématicien de Cambridge, dont l'existence a été malheureusement trop courte pour de sombres raisons d'espionnage pendant la période de la guerre froide. En tout état de cause, eh bien, Monsieur Turing avait mis en place ce que, en l'espace d'1 ou 2 minutes, je vais me permettre de partager avec vous, ce qu'on appelle le test de Turing. Alors, le test de Turing, en quoi consistait-il? Simplement à tester un ordinateur et un être humain, ce qu'on peut voir ici, avec, comme toujours, un testeur ou bien un examinateur, qui est un être humain, interposé entre les deux. Donc, cet examinateur va poser un certain nombre de questions et à chaque fois qu'il reçoit les réponses, soit de la part de l'ordinateur, soit de la part d'un autre être humain, eh bien, s'il arrive à faire la distinction en fonction de la qualité de la réponse, si cette réponse venait de l'ordinateur ou bien de l'être humain, eh bien là, l'intelligence artificielle n'était pas encore là puisqu'on savait que la réponse ne venait pas d'un humain. Jusqu'au moment où avec le perfectionnement de l'ordinateur, eh bien, l'examinateur n'est plus capable de distinguer en simplement examinant la réponse desquelles venant de l'ordinateur et puis desquelles venant de l'être humain, de l'autre être humain testé. Et c'est à partir de cela qu'il dit que comme je ne peux pas distinguer ni la machine de l'homme, eh bien, je vais dire que la machine a une intelligence qui est comparable à celle de l'être humain. Et comme ce n'est pas une intelligence venant d'un être humain, eh bien, je vais l'appeler intelligence artificielle. Artificielle ici, voulant simplement dire venant d'une machine et non pas le synonyme d'une intelligence superficielle comme on a trop tendance à le croire. En tout état de cause, eh bien, le test de Turing a été publié, je pense, en 1950, mais il a fallu attendre encore quelques années, notamment une dizaine, voire une vingtaine d'années plus tard, pour véritablement voir exploser le problème de l'intelligence artificielle et notamment avec la mise en place de l'ordinateur. Alors cela a été possible grâce aux travaux de M. Arthur Lee Samuel, ensuite anobli, on l'appelle désormais Sir Arthur, qui est en fait un pionnier américain du jeu sur ordinateur. Il était passionné du jeu de dames et c'est grâce à lui qu'on a eu les premiers ordinateurs contre lesquels vous et moi, en tout cas moi, en tout cas, j'ai joué dans ma faute jeunesse et à chaque fois je perdais bien évidemment contre l'ordinateur. Jusqu'au jour où, en fait, on pensait que cette intelligence artificielle, le jeu avec l'ordinateur, prenait toujours le pas sur l'humain. Oui, prenait toujours le pas sur l'humain.
mais sur l'humain lambda, comme vous et moi, mais jamais contre les champions. Jusqu'au jour où, effectivement, il y a eu deux événements importants. Le premier est le fait que Deep Blue, qui jouait contre le fameux champion d'échecs Garry Kasparov, l'ordinateur a battu Garry Kasparov en 1997. Et puis un petit peu plus tard, eh bien un autre ordinateur que l'on appelait AlphaGo, eh bien avait battu le champion du monde du jeu de Go en 2017. Alors très rapidement, je pense que tout le monde connaît les jeux d'échecs occidentaux, mais probablement peu de gens sont habitués au jeu de Go. La différence entre les deux, c'est que le jeu de Go, même si son règle est beaucoup plus simple que le jeu d'échecs, eh bien, il est beaucoup plus difficile de programmer le nombre de coups par l'ordinateur, tout simplement parce que dans le jeu d'échecs, qu'on a que 8 cases sur 8, et donc en fait 64 cases en tout, alors que dans le jeu de Go, l'échiquier du jeu de Go est beaucoup plus grand, il y a 19 intersections sur l'axe des abscisses et pareillement sur l'axe des ordonnées, donc ce qui fait que nous avons un nombre de combinaisons beaucoup plus important. Donc, comme on peut le voir ici, en fait, il y a 10 puissance 128 combinaisons possibles pour le jeu d'échecs et il y a 10 puissance 172 combinaisons possibles pour le jeu de Go. Et pourtant, eh bien, Deep Blue avait battu Garry Kasparov au bout de 20 coups et AlphaGo avait battu eh bien Keiji, qui était le champion du monde de Go, au bout de 361 coups. Donc voilà, donc à partir de cela, eh bien, l'intelligence artificielle progressivement prenait place dans la vie quotidienne de tout un chacun. Et avant d'aller un petit peu plus loin, eh bien, simplement pour préciser, mais très rapidement, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la question, préciser quelques notions de base. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, comme on l'avait vu, existait depuis Alan Turing, et puis ensuite développée par Arthur Lee Samuel. Et que cette intelligence artificielle englobait deux autres notions, et à chaque fois, c'est comme en médecine, on fait d'abord la médecine générale, puis ensuite on se spécialise. À chaque fois, il y a des notions de spécialisation de l'intelligence artificielle. La première notion, et c'est ce qu'on appelle la machine learning. Alors, machine learning, c'est un anglicisme, et je n'aime pas l'anglicisme, et donc je préfère appeler ça un apprentissage automatique ou bien un apprentissage statistique. Et vous verrez tout de suite, c'est très simple à comprendre. D'ailleurs, on le fait déjà sans savoir que c'est quelque chose que nous le faisons au quotidien. Et puis, la notion un petit peu plus approfondie, c'est l'apprentissage profond ou encore le deep learning. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'est l'apprentissage automatique ou bien qu'est-ce qu'est la machine learning? Ici, il y a deux exemples d'apprentissage automatique ou bien apprentissage statistique. Les deux exemples, eh bien, vous sont familiers. Le premier exemple consistait simplement à identifier, alors soit un gène, soit un paramètre clinique ou bien paraclinique. Oublions gène. Mettons ici le VEMS que tout pneumologue connaît. Et donc, vous allez mesurer le VMS et puis ensuite, en fonction des résultats et puis en fonction de la clinique, vous allez dire, bah, ce VMS-là appartient à un sujet sain ou bien appartient à un sujet malade et à partir de cela, vous allez pouvoir reconstruire un graphe et sur ce graphe-là, sachant quels sont les sujets sains et sachant quels sont les sujets malades, vous allez pouvoir dresser une droite séparant la population des sujets malades de la population des sujets sains. Et à partir de cela, on va pouvoir enrichir de plus en plus ce graphe pour pouvoir relier un paramètre donné, soit un gène, soit le BMS que l'on connaît. Ça, c'est une première façon de faire et c'est ce qu'on appelle une classification. La deuxième façon de faire, c'est simplement la régression classique, c'est-à-dire de mesurer un paramètre, le VMS, ou bien l'existence d'un gène, et puis ensuite de confronter cela avec un autre paramètre tel que le taux de survie dans une population donnée. Et donc, à partir de cela, on va pouvoir dresser une droite de régression à partir de laquelle on va pouvoir anticiper, en connaissant un des deux paramètres, pour pouvoir déduire le second. Alors,
ça fait partie de l'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage statistique, ce qu'on appelle encore le machine learning. Mais c'est une seule partie, ce qu'on appelle un apprentissage supervisé, puisque chaque fois, il y a un médecin ou un investigateur qui décide de si le sujet en question est un sujet sain ou un sujet malade. Et puis, il y a une deuxième une deuxième approche qui est beaucoup plus intéressante, c'est ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé. Ça fait toujours partie de la machine learning. Et là-dessus, vous voyez l'exemple pris, ce sont des personnages de Walt Disney. Et puis, l'ordinateur de lui-même va pouvoir séparer ces personnages-là en sous-groupes, ce qu'on appelle encore en cluster, encore un anglicisme. Et là, ici, de lui-même, l'ordinateur dit, bah, je vais mettre Donald avec Daisy et puis avec ce personnage-là, puisque ce sont des animaux avec un bec et puis avec des palmes. Et puis ça, c'est une souris que tout le monde connaît parce qu'il a des oreilles, etc. Et donc ça va permettre à l'ordinateur de faire son apprentissage tout seul. Bien évidemment, il faut aussi un contrôle a posteriori, et ce contrôle a posteriori va être exemplifié avec le troisième niveau d'intelligence artificielle qu'on appelle encore le deep learning ou bien l'apprentissage profond. Alors pourquoi deep learning ou bien apprentissage profond? Parce qu'en fait, c'est une approche qui est basée sur la neurophysiologie, sur la construction des neurones de notre cerveau. Et donc nous savons que les neurones sont des cellules spécialisées qui sont en interaction avec des milliers d'autres cellules et en échangeant des informations, soit des informations qui arrivent, soit des informations qui sont envoyées. Donc les premiers par les dendrites et les secondes par l'axone. Et il n'y a pas qu'une seule couche au niveau du cerveau, il y a plusieurs couches, et cette construction en plusieurs couches, et puis cette interaction avec des allées et venues sans cesse, avec des ordres, et puis non pas des contre-ordres, mais des ajustements, eh bien, ceci va permettre à construire notre système nerveux et nous permet d'apprendre à partir de nos erreurs. Et là, je prends deux exemples. On le fait déjà très tôt lorsqu'on apprend à marcher, et c'est en tombant et c'est en se redressant que le bébé va progressivement maîtriser ses muscles et mettre en adéquation le système musculaire avec le système nerveux central. Et à l'âge d'adulte, eh bien, pour effectuer un sport, que ce soit le surf ici ou bien n'importe quel type de sport, eh bien, nous faisons appel au même type d'apprentissage profond en utilisant plusieurs couches de neurones et avec des allers-retours pour pouvoir raffiner à chaque fois le diagnostic, c'est-à-dire la bonne chose à faire. Et ici, eh bien, cet apprentissage profond est mis à profit par l'intelligence artificielle pour faire simplement une reconnaissance d'image. Donc ici, si je prenais l'exemple d'une image quelconque, alors ici, ce sont des images des présidents américains, puisque j'ai pris ceci à partir d'un papier publié dans un journal américain, et c'est une image où il y a simplement eh bien, que 400 pixels. Alors 400 pixels, ce n'est pas beaucoup, hein, vous le savez, c'est une image qui est relativement floue, mais c'est grâce à ceci que, à force d'avoir des informations qui sont vraies, vérifiées ou non, eh bien, vous allez pouvoir renforcer plutôt tel ou tel type de voie de communication pour arriver à un diagnostic qui sera de plus en plus précis et donc de plus en plus exact. Et c'est exactement sur ce principe-là que nos amis radiologues utilisent pour pouvoir identifier, grâce à l'intelligence artificielle, à partir d'une image radiologique, que ce soit une radiographie pulmonaire ou bien un scanner de n'importe quel type de territoire, pour dire que cette image-là correspond à tel ou tel type de lésion histologique, de lésion tissulaire. Alors, le niveau d'exactitude est important puisque je vais prendre un exemple et vous allez voir, en fait, c'est très simple à comprendre. Je prends l'exemple en question, c'est une voiture sans conducteur, des voitures automatiques comme il est de plus en plus question désormais. Et cette voiture automatique est équipée de caméras pour pouvoir identifier sur son chemin des objets. Alors, j'ai pris ici l'exemple de deux objets qui,
de loin peuvent être semblables, mais qui de fait représentent deux entités totalement différentes. Prenons l'exemple d'un carton froissé et qui de loin aurait une forme d'une pierre, comme l'on voit ici. Alors, il est important de savoir si l'objet en question est un carton ou bien est une pierre, parce que si c'était une pierre et que la voiture le prenait pour un carton, eh bien, la voiture dit, mais je vais pas éviter le carton, je peux rouler dessus, et si c'était une pierre, il va y avoir un accident. En revanche, si c'était un carton et que la voiture le prenait pour une pierre, la voiture dit bah, je vais l'éviter puisque c'est une pierre et donc faisant cela, eh bien elle va perdre du temps parce qu'elle est obligée de faire un petit détour. D'où l'importance de l'exactitude du traitement des données fournies pour pouvoir arriver à un diagnostic précis. Et dans le domaine médical, nous savons à quel point ce diagnostic précis est important. Et voilà, donc ceci souligne l'importance de cet apprentissage profond avec plusieurs couches, non pas de neurones, mais d'unités de traitement de données, avec des allers-retours et des ajustements sans cesse, pour pouvoir, à partir d'une image, qu'elle soit une image radiologique, radiographique ici, donc voilà une tâche, est-ce que c'est cancéreux, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est infectieux, donc il y a cet ajustement continuel qui va permettre à chaque fois d'améliorer le produit final, c'est-à-dire le diagnostic proposé. Et c'est la même chose qui est utilisée dans les traitements d'image d'autres spécialités telles que l'anatomopathologie. Et en fait, en pneumologie, à l'heure actuelle, il y a trois domaines où l'intelligence artificielle est est applicable et est appliquée. C'est d'abord la radiologie, ensuite les traitements d'image des pièces de biopsie anatomopathologiques, et puis enfin les explorations fonctionnelles respiratoires. Donc, comme nous n'avons pas un temps infini et comme vous le savez, je suis plus familier avec l'exploration fonctionnelle respiratoire, donc dans le reste de mon exposé, je vais prendre quelques exemples pour faire le point sur la place de l'intelligence artificielle aux EFR en exploration fonctionnelle respiratoire, au service du clinicien pour pouvoir si l'intelligence artificielle ou bien l'interprétation faite par un physiologiste respiratoire pourrait mieux aider le clinicien à arriver au diagnostic final. Alors, la première étude concernant ce sujet a été publiée par l'équipe du professeur Marc de Kramer, que vous connaissez sans doute, et ça a été publié il y a à peine 10 ans, même pas, c'était en 2013, et dans cette étude-là, les auteurs se sont intéressés aux différentes techniques d'exploration fonctionnelle respiratoire, la spirométrie, la plétismographie, la mesure de la résistance des voies aériennes, et puis la mesure de la DLCO et qu'ont trouvé ces auteurs. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, en 2013. Ces auteurs ont dit que finalement, lorsque vous avez devant vous un malade, et si vous faites simplement une courbe début-volume, donc une spirométrie, eh bien vous allez pouvoir dans 71% des cas, arriver au diagnostic exact. Maintenant, si au lieu de faire juste une courbe début-volume, vous ajoutez eh bien une plétismographie, vous allez augmenter l'efficacité. Et si vous augmentez encore, et si vous ajoutez encore un autre examen qui est la mesure des résistances des voies aériennes, vous allez encore augmenter l'efficacité. Et enfin, quatrième et dernier examen, si vous faites un petit peu la totale, c'est-à-dire associant spirométrie, mesure plétismographique, mesure de la résistance, mesure de la diffusion, eh bien, vous approchez des 80%, 77%. Donc voilà, donc ceci simplement pour souligner l'importance de se baser non pas sur un seul examen complémentaire, mais sur un ensemble d'examens complémentaires, et ça, je pense que c'est quelque chose que nous savons déjà depuis toujours, des mêmes quand on était étudiant en médecine. Mais en tout cas, cette étude parue dans l'Ancêtre respiratoire de médecine insiste sur cela et je me suis permis d'utiliser cet exemple pour vraiment insister sur ce point. Imaginons que dans l'exercice de la médecine, le but, c'est d'atteindre justement le centre du cercle ici. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, dans cet exemple-là, eh bien, on disait que simplement le fait
de se baser sur la clinique, eh bien, vous permet effectivement de cercler la zone, mais avec un degré d'exactitude plus ou moins grand. D'ailleurs, ce n'est pas terrible puisque le cercle est trop grand. Maintenant, si on ajoute la spirométrie, ensuite les volumes pulmonaires mesurés par l'aplatismo, la résistance et la DLCO, eh bien, vous voyez, à chaque fois, on arrive à obtenir des cercles de plus en plus étroits et en tout cas, associant ces quatre examens-là, le cercle en violet est beaucoup plus proche du centre que le cercle initial qui était en orange. C'est simplement cela qu'avait voulu dire le professeur de Kramer et ses collaborateurs. À l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, mais on commençait à en faire. Et véritablement, les premières études publiées sur l'intelligence artificielle et la spirométrie datent seulement depuis un an ou deux. Donc, voilà une étude parue dans le Journal européen de pneumologie, où ces auteurs-là, en utilisant cette approche qu'on appelait justement l'apprentissage profond, avec des couches de neurones superposées, eh bien, arriver à distinguer, à dire si oui ou non, une courbe début-volume a été faite dans les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est-à-dire les règles recommandées par l'ATS et puis par l'ERS. Alors, qu'ont fait ces auteurs? Ces auteurs ont analysé eh bien, plus de 30 000 courbes début-volume extraites à partir d'une base de données américaine. Et là-dessus, ils ont voilà une courbe du volume normale, hein, où nous sommes tous familiers avec cela. Et puis voilà une autre façon de représenter une expiration. Et puis la mesure du VMS. Et ces auteurs-là ont simplement pixelisé, donc ils ont pris des photos, et à partir de ces photos-là, eh bien, ils arrivent à obtenir cette courbe-là. Là, ils font jouer l'intelligence artificielle avec l'apprentissage profond, et puis, ils arrivent à deux critères. Une première critère qui consiste à dire que la manœuvre est acceptable ou pas. Donc, vous connaissez, il faut que ça dure un certain nombre de temps, donc 6 secondes. Il faut qu'il n'y ait pas que la courbe ici ait une forme régulière et qu'il n'y ait pas d'accident, de montagne russe. Et donc, voilà une courbe normale. Et à partir de cela, ils ont pixelisé, et à partir de ces pixels, eh bien, ils divisent cette courbe pixelisée en deux parties. La première partie va permettre de mesurer le VMS et de savoir si le VMS donné par la courbe du volume est exploitable. Et puis, la deuxième partie, c'est de mesurer la durée de l'expiration. Si cette durée de l'expiration n'est pas suffisante, eh bien, la courbe n'est pas acceptable. Alors, voilà trois exemples de courbes. La première qui est ici, la seconde qui est là et la troisième qui est là. Et donc, les personnes qui font des courbes du volume sont familières avec cela. Maintenant, imaginez que vous n'ayez pas la courbe du volume sous les yeux, mais simplement les résultats. Eh bien, parfois, les résultats peuvent être trompeurs. Et là-dessus, dans le premier cas, les auteurs ont dit que c'est à la fois acceptable et c'est totalement acceptable. Ensuite, dans le deuxième cas, eh bien, cette courbe-là, dont la fin représente est trop courte, vous voyez. Et en fait, eh bien, cette courbe-là, elle n'est pas acceptable, puisque la fin de l'expiration n'a pas été faite selon les règles de l'art, mais elle reste néanmoins exploitable, puisque la première partie de la courbe a été obtenue avec le patient qui a véritablement soufflé, expiré de toutes ses forces. Donc, elle est inacceptable, mais exploitable. Et bien évidemment, cette troisième courbe est à la fois inacceptable et inexploitable. Inacceptable parce que pas suffisamment longue dans la durée, et inexploitable puisqu'ici, nous avons des accidents très probablement dus à une quinte de tout. Et avec cela, eh bien, l'intelligence artificielle, en pixelisant toutes les courbes début-volume, va nous aider à nous affranchir de ce travail de contrôle de qualité que normalement on devrait faire et que l'on n'en fait pas toujours par faute de temps. Alors, première conclusion, c'est que en fait, l'intelligence artificielle semble prendre le pas
sur l'être humain, non pas qu'il soit meilleur, mais parce que l'intelligence artificielle est capable d'analyser un grand nombre de données en très peu de temps. Et justement, le temps, c'est ce qui nous manque à nous tous, médecins, puisqu'on est entre le patient, l'administration, l'enseignement, etc. Donc là-dessus, peut-être que l'intelligence artificielle, eh bien, risque de remplacer l'être humain, du moins dans ce travail de contrôle de qualité sur un grand nombre de données. La deuxième étape, c'est de voir si maintenant, non seulement l'intelligence artificielle va nous aider à contrôler la qualité des courbes début volume, mais est-ce qu'elle peut remplacer même le médecin dans l'interprétation des EFR et voire même dans le diagnostic. Et ça, c'est une deuxième étude qui en fait a été publiée d'abord en premier par la même équipe en 2019. Et ces auteurs-là, eh bien, avaient réuni 120 pneumologues venant de 16 hôpitaux européens, et à chacun de ces pneumologues, alors ces pneumologues-là sont à la fois constitués de professeurs chefs de service, mais aussi de jeunes internes et bien sûr de médecins assistants, afin que toutes les personnes, toutes les catégories de la hiérarchie hospitalière sont représentés. Et à chacun de ces pneumologues, eh bien, ces auteurs ont demandé d'interpréter 50 cas avec des courbes début-volume et aussi avec des informations cliniques. Et là-dessus, ils ont comparé ce qu'ont trouvé ces pneumologues, donc ces humains, et ils ont comparé avec ce qu'ils appellent la réponse juste, c'est-à-dire le gold standard, enfin la réponse juste. Et cette réponse juste a été déterminée par un comité d'experts qui se base sur à la fois des résultats d'exploration fonctionnelle respiratoire, sur les données cliniques, et puis aussi toutes les autres données qu'ils estiment nécessaires. Parfois la radiologie, parfois le scanner, parfois les examens biologiques complémentaires, afin de pouvoir dire que dans tel cas, eh bien, il s'agit de tel ou tel type de syndrome, donc obstructif, restrictif et pas de syndrome ni obstructif ni restrictif. Ça concerne le diagnostic spirométrique. Et puis un petit peu plus tard, donc ici, eh bien, il y a le diagnostic clinique avec les différents types de maladies, l'asthme, la BPCO, les autres maladies bronchiques pulmonaires, ici les déformations thoraciques, les maladies neuromusculaires, interstitielles, la maladie vasculaire pulmonaire, etc. Donc, je reviens d'abord sur la première critère, à savoir, ici, eh bien, le comité d'experts a dit que il y a sur les 5900 dossiers à analyser, eh bien, 2124 dossiers de patients qui ont un syndrome obstructif. Et ainsi de suite, 1180 dossiers de patients qui ont un syndrome restrictif, 2596 dossiers de personnes qui n'ont ni syndrome obstructif ni syndrome restrictif. Ça, c'est ce que donne le gold standard, qui est aussi basé sur les recommandations de l'ATS et de l'ERS. Et et avec nos 160 médecins, eh bien, que voit-on? On voit que sur les 2124 sujets qui ont un syndrome obstructif, eh bien, les humains n'ont pu simplement identifier que 1636. Et le reste, eh bien, ils disent que c'est un syndrome restrictif, qu'il n'y a pas ni de syndrome restrictif ou d'obstructif, etc. Et donc, tout ce qui est en vert ici, eh bien, sont les résultats justes donnés par les pneumologues de ces centres européens. Et donc, finalement, la question posée, c'est que, quel est le taux de réponse correct? Eh bien, on est soit rassuré, soit on ne l'est pas, mais il y a 3 cas sur 4 qui correspondent à des réponses correctes, dont quand même 26% des cas correspondaient à des réponses incorrectes, alors qu'on a tous appris ce qu'est un syndrome restrictif, ce qu'est un syndrome restrictif. Ça, c'est pour le diagnostic spirométrique. Maintenant, pour le diagnostic clinique,
c'est encore pire, puisque avec le diagnostic précis de l'asthme et de la BPSO, etc., eh bien, sur 960 cas d'asthme, seulement, eh bien, il n'y a eu que 189 situations où les personnes ont dit que c'est un asthme, probablement confondant avec une BPCO, etc. En tout cas, concernant le diagnostic clinique, les réponses correctes sont de 2667 sur un ensemble de 6000 dossiers, donc seulement moins de la moitié des cas, donc 45% des cas. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez ici l'interprétation spirométrique, et ça, ce sont les réponses dans les 16 différents centres différents hôpitaux à l'Europe, et là vous voyez qu'il n'y a pas de vraie différence entre centres, hein. Donc effectivement, ce centre numéro 11 a un taux, parfois ce n'est pas très bon, mais en général, ça tourne autour entre 70 et 80% de réponses positives, de réponses exactes concernant l'interprétation spirométrique, alors que pour le diagnostic clinique, c'est bien plus bas, hein, ça tourne autour de 45%. Et là encore, il n'y a pas d'effet centre. Donc tous les centres, eh bien, ont à peu près la même capacité de trouver une réponse juste, que ce soit dans l'interprétation spirométrique ou bien dans le diagnostic clinique. Alors là encore, ce n'est pas très bon et c'est ce qu'on voit ici. Alors, ici, c'est la réponse donnée par le pneumologue, donc en rouge, et par l'intelligence artificielle. Donc c'est un algorithme tourné sur ordinateur, l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle a un taux de réponse de 100%. Pour l'interprétation spirométrique, c'est simple, c'est basé sur l'arbre d'interprétation de l'ATS et de l'ERS. Là, la machine ne peut pas se tromper. L'être humain arriver à trouver une réponse juste 3 fois sur 4. Pour le diagnostic, l'être humain fait moins bien que la machine, mais que la machine, en fait, n'atteint pas les 100%, parce que la machine fait tourner aussi son algorithme sur des données cliniques, mais là encore, mais même si ça n'arrive pas à 100% de réponse juste, la machine a quand même un taux de réponse juste nettement supérieur à l'être humain. Donc, la deuxième conclusion est encore plus catastrophique que la première, et donc c'est vraiment la fin de tout. Et est-ce que je vais conclure mon exposé en disant que désormais, moi qui suis proche de la retraite, je vais pouvoir partir à la retraite dès maintenant? Eh bien, non. Parce que, et ça, ce sont les dernières données, c'est une étude à laquelle nous participons à l'hôpital Cochin, et cette étude-là est en cours de soumission et de publication. En tout cas, c'est toujours une étude coordonnée par l'équipe de Louvain, en Belgique, l'équipe du professeur Wim Janssens, et là-dessus, eh bien, ces auteurs, et je vais vous montrer 3 diapositives pour vous expliquer comment nous avions fait. Alors, on fait partie de ces pneumologues qui sont soumis à ce test. Ici, vous avez les résultats de FR, et vous le connaissez, je ne vais pas les développer. Et là-haut, vous avez aussi des informations concernant le patient, donc à la fois son âge, sa taille, son poids, et puis aussi des informations cliniques. Et à partir de tout cela, et bien sûr la courbe, hein, pour que l'on ait une vue d'ensemble, à partir de tout cela, il nous demande de donner des diagnostics, mais non plus un seul diagnostic. Mais d'abord, quel est le diagnostic préférentiel? Comme toujours, hein, nous savons qu'en clinique, il y a d'abord le diagnostic positif et puis des diagnostics différentiels. Et à partir de cela, on essaie de raisonner pour vraiment éliminer le diagnostic différentiel et se concentrer sur le diagnostic positif. Donc ici, il y a 3 diagnostics différentiels possibles. Et puis ensuite, il nous demandait à quel point on était sûr de notre diagnostic. Et à partir de cela, eh bien, il propose une liste déroulante des différents groupes diagnostiques possibles. Bien évidemment, la machine ne peut pas vraiment affiner dans les différents types de diagnostics. Par exemple, une pathologie interstitielle diffuse, eh bien, ils ne vont pas rentrer dans les différents sous-types, simplement dire, bah, si vous pensez que c'est une pathologie interstitielle diffuse, peu importe si c'est une sarcoïdose ou bien c'est une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, à partir de cela, on choisissait nos
nos diagnostics et on plaçait en premier, en deuxième et en troisième position, avec à chaque fois le niveau de certitude gradé de 1 à 5 que l'on donnait à la machine. Et par exemple ici, eh bien, c'est pour ce sujet-là ce que fait l'intelligence artificielle. Et là encore, ils font la même chose, c'est-à-dire que ils vont dire que dans ce cas-là, eh bien, la probabilité pour que cette patiente ait une maladie neuromusculaire, donc une faiblesse musculaire d'origine neurologique, eh bien, est probablement la plus importante, à 37%, et puis vient en deuxième lieu une déformation thoracique, une kyphoscoliose, en troisième lieu une pathologie interstitielle. Donc là aussi, ils gradent les différentes choses. Et puis ensuite, après, en comparant, on s'est aperçu que là encore, on fait moins bien que l'intelligence artificielle. Mais dans cette étude-là, l'idée de génie des auteurs, en fait, des auteurs principaux, c'est de nous proposer de refaire une deuxième tentative diagnostique en proposant ce que a trouvé l'intelligence artificielle. Et là-dessus, on a vu que en se basant sur ce que nous savons et ensuite en se basant ce que nous donne comme information le logiciel d'intelligence artificielle qui a analysé tous les cas possibles et imaginables, eh bien, on arrive à s'approcher, à être meilleur que l'intelligence artificielle tout seul. Donc la conclusion, c'est que l'être humain, sans se baser sur les données fournies par la machine, par l'ordinateur, fait probablement moins bien que l'ordinateur tout seul, tout simplement parce que l'être humain est faillible. Il nous arrive tous à être fatigués en fin de journée, et dans ce cas-là, eh bien, notre capacité diagnostique est beaucoup moins précise que lorsqu'on est en forme tôt le matin. En revanche, si l'on se sert à la fois de notre jugement, de notre sens clinique, ajouter à cela des informations données par l'intelligence artificielle, donc si on fait humain plus machine, eh bien on est plus fort que la machine toute seule. Et c'est la conclusion de mon exposé d'aujourd'hui, et cette conclusion-là va se baser sur ce qui a été publié dans ce papier dans Nature, en disant que dans les années 50, au moment où Turing avait inventé son test. Eh bien, l'intelligence ou bien le diagnostic fourni par l'être humain était supérieur et beaucoup plus précis que le diagnostic fourni par la machine. Arrive à un stade où la machine rejoint l'homme pour le dépasser, mais maintenant, si on cède des informations fournies par la machine, eh bien, l'intelligence humaine avec les données machines va nous permettre de nous améliorer et en tout cas, les résultats sont bien meilleurs que ceux donnés par la machine tout seul. Donc voilà, donc j'ai terminé mon exposé et je vous remercie de votre attention. Merci Toine, c'était une excellente conférence. Donc certainement, on va avoir pas mal de questions qui vont être posées. Donc je me tourne vers l'assistance s'il y a des questions à poser au professeur Toine. Donc je vais peut-être démarrer par une question pour vous dire, nous avons tellement d'applications en pneumologie, en carcinologie, dans l'asthme, dans l'embolie pulmonaire, plein d'algorithmes. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour pouvoir proposer des applications sur smartphone pour pouvoir d'aider à la décision pour les praticiens en pneumologie, pour pouvoir décider, savoir par exemple pour la fibrose, quel est le diagnostic, quel est le traitement à proposer pour l'asthme également avec le GINA, avec le GOLD, etc. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont développé quelque chose dans ce sens? Non, pas encore. En fait, concernant les algorithmes, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont juste que des algorithmes. Et un algorithme, lorsqu'il est simple, lorsqu'il est faux, lorsqu'il n'est pas validé, eh bien, ne vaut pas grand-chose. Et véritablement, nous sommes à l'aube du développement de l'intelligence artificielle. Je pense que viendra un jour où il faudrait une grande étude avec à la fois l'adjonction de l'imagerie, des EFR, et puis bien sûr aussi des données cliniques.
Et cela va nous permettre de voir des algorithmes de plus en plus précis. Et grâce à ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'apprentissage profond, le deep learning, eh bien, à chaque fois que l'on arrive à une proposition diagnostique, il faut toujours la confronter avec le diagnostic final afin de pouvoir améliorer l'algorithme en question. Et c'est ça la grande idée concernant l'intelligence artificielle. Et que, in fine, eh bien, on avait vu, donc l'homme tout seul contre une algorithme, il est peu probable que nous soyons meilleurs que l'algorithme. S'il a été bien validé. En revanche, l'algorithme en question, et comme on l'a vu dans la dernière étude, n'arrive pas à un résultat parfait. Donc le résultat parfait, l'algorithme peut le faire avec les EFR. C'est simple, puisque les EFR, le syndrome objectif, réceptif, est basé sur un arbre algorithmique que tout le monde connaît. Et là-dessus, la machine ne peut pas faire d'erreur, parce qu'il n'y a que des chiffres. En revanche, dès lors qu'il y a des données cliniques supplémentaires, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et je pense que dans les 10 prochaines années, il va y avoir des algorithmes de plus en plus détaillés, de plus en plus précis, et on va pouvoir s'aider pour pouvoir améliorer notre pratique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a Dr. Français Miki. Bonsoir, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Il y a parce que tu n'es pas venu venir, mais on espère que la prochaine fois, ça ira mieux. Bonjour Agnès. La question que je voulais faire juste une remarque et après te poser une question. La première remarque, c'est que pour le moment, de toute façon, les algorithmes, ce sont quand même les humains qui sont à la base de la création des algorithmes, qui ne sont pas encore les machines. Et la question que je voulais te poser, c'est une fois j'ai entendu quelqu'un dire l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que ça va nous permettre à nous les femmes de gagner beaucoup de temps et donc d'avoir plus de temps dédié à écouter nos patients et à voir des rapports justement que ne peut pas avoir nos machines, c'est-à-dire les écouter dans leur globalité et ça les prendre en charge juste comme en tant que maladie à guérir, être vraiment là pour nos patients. Est-ce que tu es d'accord sur ça? C'est exactement ça. Je pense que je n'ai pas entendu la totalité de ta question, mais je suppose qu'il y a un autre domaine où l'intelligence artificielle pourrait être très utile, c'est dans tout ce qui est études de santé publique. Imaginons que nous ayons des machines pour faire les courbes des volumes ou bien une simple radiographie thoracique dans les zones où il y a peu de médecins, peu de pneumologues. Je pense que l'intelligence artificielle permet de faire un tri pour ne retenir que vraiment les résultats normaux et qu'ensuite les résultats normaux devraient effectivement être interprétés, validés par un personnel, par un professionnel de la santé. Donc il faut voir cela. Et en fait, au début, lorsque j'avais vu les premières études concernant l'intelligence artificielle, consistant simplement à opposer l'homme contre la machine, je me disais, finalement, c'est pas terrible. Mais comme tu le dis, maintenant, il faut utiliser ça comme une aide et que, in fine, l'homme, avec tous ses défauts, etc., reste quand même le maître du jeu. Il suffit simplement de savoir comment utiliser cette aide, en plus, qui est basée sur des algorithmes, une machine qui n'est jamais fatiguée, sauf que lorsqu'il y a une coupure de courant, eh bien, que ça puisse nous permettre de mieux avancer dans notre profession. Merci Anne pour votre présentation très intéressante. J'ai une question que vous avez présenté la base de l'intelligence artificielle en matière surtout de diagnostic et d'exploration. Mais est-ce que ça peut être un outil également d'éducation des patients? En matière d'éducation, est-ce que ça a été essayé pour aider en fait les médecins pour l'éducation des patients, surtout que une grande partie de nos patients sont sous traitement inhalé, etc. Ça demande du temps pour le expliquer. Est-ce que ça a été étudié, ce volet-là, en matière d'éducation? Non, cela n'a pas encore été fait. En tout cas, je pense qu'il faudra très certainement le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment nous sommes à l'aube de l'utilisation de l'intelligence artificielle en général et en pneumologie en particulier. Et je pense que
il y a un mot-clé que je n'ai pas prononcé, mais vous l'avez compris, l'intelligence artificielle va aussi avec le traitement des données massives, des big data. Donc je pense que, et comme je disais tout à l'heure au professeur Hamzaoui, c'est que dans les 10 prochaines années, il y a très probablement un profond changement dans notre pratique, mais cela plutôt dans le sens de pouvoir améliorer les choses. On fera moins d'erreurs et on va pouvoir faire des choses probablement plus intéressantes et plus patient-centriques que ce qu'on est en train de faire. Il y a une question? Alors, c'est une question un peu philosophique. Il y a plusieurs auteurs actuellement qui se sont intéressés à l'intelligence artificielle, sortis sur l'intelligence artificielle. Et quand on lit ces bouquins, on s'aperçoit que la machine, elle peut parfaitement remplacer l'être humain. Et dans les prochaines années, est-ce que vous en pensez qu'on arrivera à être en chômage, que ce soit pour la médecine, pour l'architecture, pour tous les métiers qui existent jusqu'à maintenant? Oui, je pense que c'est à la fois philosophique et puis politique aussi. Vous voyez, par exemple, là je parle d'autre chose, mais ça revient à la même chose. Pas loin de chez moi, il y a un supermarché où les caissières sont maintenant remplacées par des scanners qui scannent de façon automatique les prix. Donc effectivement, c'est un supermarché où il y a moins de caissières humaines, mais je pense qu'il y a toujours quand même des humains qui sont là pour superviser parce que la machine se trompe. Et je pense qu'il faut prendre l'intelligence artificielle, ou en tout cas tout travaux effectués par une machine qui, par définition, est capable de faire des calculs avec une grande vitesse et avec une constance inégalée, mais qui, en principe, ne devrait pas pouvoir réfléchir ou bien avoir des idées novatrices, ce que seul l'être humain est capable de faire. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, il faut simplement utiliser cela comme une aide, comme on utilise la voiture comme une aide pour pouvoir avancer plus vite, mais in fine, je pense qu'il faut faire confiance à l'homme, ou ne pas faire confiance à l'homme, avec son génie bienfaisant, ou bien sa malveillance diabolique. Mais ça, c'est l'humain, et c'est pas la machine qui sera soit la bonne fée, ou bien le grand diable. Alors, merci beaucoup, docteur, pour la clarté de votre exposé. Donc, j'ai une petite question. Est-ce qu'on fait le chemin inverse maintenant? Vous avez parlé de cette collaboration entre l'intelligence artificielle et l'homme. Est-ce que la machine peut maintenant faire l'initiative? Est-ce qu'à partir de l'analyse des données, notamment dans le cadre des big data, est-ce qu'elle peut proposer elle-même des diagnostics qu'elle peut suggérer à l'humain? Oui, bien sûr, la machine, avec l'apprentissage profond, ne fait que de nous proposer des algorithmes. Mais c'est, in fine, c'est à l'homme de décider quel algorithme utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes et à la médecine, eh bien, nous savons que, et l'exemple de la publication dans l'Ordinaire Journal en 2019 est tout à fait intéressant. Je pense qu'à partir des données de FR, maintenant, si vous confiez ces données-là à un algorithme, l'algorithme va vous sortir 100 fois sur 100 le bon syndrome, obstructif, restrictif, mixte. Maintenant, nous savons tous qu'avoir cela comme information n'est pas suffisant pour dire si votre malade a une BPCO, voire même une pathologie interstitielle. Parce que, en fait, on a besoin d'autres choses, et notamment des informations cliniques, et voire même des choses qui ne sont pas écrites, que l'on ne ressent que si on a le malade devant soi. Et donc finalement, je pense qu'il faut utiliser ça, comme l'avait dit tout à l'heure le professeur Hamzaoui, comme étant une aide pour nous faire gagner du temps.
et non pas comme étant quelque chose qui pourrait effectivement nous remplacer. Ça va nous remplacer dans les tâches ménagères qui sont consommatrices de temps et qui ne sont pas forcément très intéressantes. Ok, Antoine, merci bien pour cette excellente après-midi et cette conférence très discutée. Donc, vous voulez continuer avec nous cette séance, j'espère que vous voulez. Je vais éteindre ma caméra, mais je vais rester avec vous pour suivre jusqu'à la fin. Merci. Je vais la modération.